Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et déjà, je veux vous souhaiter tous une bonne année. Et oui, une bonne année 2022. Voilà, ça y est, c'est reparti. D'ailleurs, je pense que vous l'avez tous senti, c'est reparti. Je ne parle pas évidemment de notre ami le Covid. Je parle de c'est reparti pour la rentrée. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'ailleurs de se construire dès ce début d'année, comme un sujet numérique sur lequel je voulais revenir, qui est celui de la PFUE, la présidence française de l'Union européenne. Voilà. Donc à nouveau, bonne année numérique à tous. Vous allez voir, on va passer, à mon avis, une excellente année. Je n'en doute pas. Et ce sera aussi incroyable que 2021. Alors aujourd'hui, c'est tout à l'heure, là je suis même allé voir, effectivement, la PFUE a été lancée, donc c'est depuis le 3 janvier, mais là, c'est aujourd'hui, par exemple, que à l'Assemblée nationale, il y avait le lien justement avec tout ça. Richard Ferrand était là tout à l'heure en direct sur Twitter, et donc je ne pouvais pas ne pas revenir sur cet élément qui pour moi est majeur. Il est majeur pourquoi? Parce que déjà la PFUE, le fait qu'on soit dans l'Europe et qu'on prenne la présidence, ça n'arrive pas souvent, parce que vu qu'on est nombreux, on est 26-27, je ne sais plus trop s'il y en a un ou deux qui sont partis depuis que j'ai appris ce chiffre-là, comme vous le savez. Donc ça, c'est tous les 6 mois, ça dure 6 mois, donc on passe tous les 13 ans. Alors vous imaginez, la prochaine fois, c'est en 2035. Alors 2035, moi je ne sais pas pour vous, mais c'est très loin. Donc il faut profiter de ce moment-là, où en fait, alors c'est un moment très important, parce qu'en fait, on se retrouve à faire quoi? À animer finalement les différentes commissions qui se passent. Donc encore une fois, c'est pas la commission, c'est pas le Parlement, mais c'est le fait d'animer justement tous les travaux qu'il y a autour de la commission. Et ce qui est important, c'est que c'est un rolling agenda, ça veut dire qu'en fait on traite les choses qui été traitées avant, et en fait on insuffle des sujets pour qu'ils soient traités après. Donc je vais revenir là-dessus. Sachant que les grands sujets sur lesquels la présidence française a dit qu'elle allait se mettre, c'est souveraineté, croissance, écologie, les droits et le numérique. Et voilà. Et donc si vous prenez le premier et le dernier, ça donne souveraineté numérique. Et oui, évidemment. Et donc là, on est dans nos terres, parce que je pense que c'est un sujet essentiel. Alors pourquoi? Pourquoi c'est un sujet essentiel et pourquoi d'ailleurs c'est revenu? Tout simplement, il faut voir qu'il y a eu un rapport, j'en ai parlé, donc je suis passé d'ailleurs à BFM, Frédéric Simotel m'a invité justement pour un peu éclairer ça. Là, j'ai prendre un petit peu plus de temps. C'était hyper intéressant, en tout cas, que Frédéric et que son émission, justement, Tech & Co, aborde ce sujet-là. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le numérique, il est au cœur également de la politique. Et la politique, en l'occurrence, étrangère et internationale. Et donc, il y a eu un rapport, y compris de nos députés, donc de Maud Gattel et de Didier Quentin, voilà, les deux députés, qui ont travaillé pour la Commission des Affaires étrangères sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour la présidence française de l'Union européenne? Voilà. Et il se trouve effectivement que le numérique est au cœur des débats, et c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils sortent 4 trucs dans l'analyse, et qui sont souvent dans les grands débats qu'on a, vous savez, sur LinkedIn ou ailleurs, moi que je peux avoir avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, les fameux haters, les détracteurs et les débats qu'on peut avoir. Mais le premier, c'est qu'il y a une vraie divergence sémantique au sein de l'Europe sur la notion de souveraineté. Et oui, et ça on le vit à chaque fois. Parce que entre ceux qui pensent qu'il faut continuer comme ça, et ceux qui pensent qu'il faut s'allier avec les Américains, ceux qui pensent qu'il faut construire l'indépendance, ceux qui voient ça comme une guerre, ceux qui voient ça comme un effet de judo, on voit bien que les positions peuvent être multiples. Et là, ce que dit ce rapport, c'est qu'effectivement, les Européens eux-mêmes ne sont pas alignés. Et longtemps, l'Allemagne, par exemple, a été très frileuse à cette idée de souveraineté, parce que pour elle, souveraineté égale défense, égale armée, égale États-Unis. Donc il y avait un alignement de ce côté-là. Sauf que ça a changé. Et donc là, le fait de ne plus être aligné avec l'OTAN, alors on va me dire, oh là là, de quoi on parle, de géopolitique? Sauf que c'est ça qui détermine à un moment donné notre capacité d'indépendance dans le domaine, par exemple, militaire, tout d'un coup, qu'on commence à se reposer. Et donc, oui, derrière, toute la puissance et le numérique apparaît partout. Partout. Parce que le numérique, en fait, c'est ça le point, c'est que c'est devenu aujourd'hui un surdéterminant de toute l'industrie, de l'économie. On ne peut plus parler aujourd'hui de faire, regardez par exemple là, il y a eu des primaires pour parler politique. Ils ont fait ça quoi? Oui, avec le Covid, ils ont fait ça en numérique. Donc il fallait bien avoir des systèmes de vote électronique. Il y a 10 ans, on dirait ah non, jamais, il faut aller voter en vrai avec du papier. Bon, ça a changé. Donc le numérique, il est vraiment partout. Là, par exemple, j'ai failli faire ce live. D'ailleurs, je salue Mathieu Hugues, à qui j'avais dit je ferai à mon avis mon live là-dessus sur Stellantis, vous savez, ex-Peugeot, Chrysler, donc ils sont mélangés, qui s'appelle Stellantis. Parce qu'ils ont décidé de mettre Amazon Web Services et Alexa, vous savez le truc qu'on parle, dans toutes les voitures. Donc je voulais faire mon live là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Mais vous voyez, là aussi, le numérique percute l'industrie. Voilà. Donc c'est partout, le numérique est partout. Et donc, ce que disent nos parlementaires, c'est qu'il y a une volonté d'indépendance, mais il y a des freins, parce que nos institutions sont hyper open.
un grand marché libéral européen, c'est comme ça qu'on l'a construit. Hein. Hubert Védrine, quand on a débattu, c'est un peu ce qu'il m'a rappelé, il m'a dit, mais l'Europe a été construite sur la base d'un marché. Eh oui, un marché ouvert. Et d'un autre côté, le marché n'est pas ouvert. Et là, donc, on a toute la problématique aujourd'hui des lois antitrust qui est en face de ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces deux aspects qu'il y a là. Antitrust d'un côté, parce qu'on n'est pas dans un marché ouvert. Le troisième point, ils disent, oui, il y a un éveil des consciences. Ah, magnifique. Éveil des consciences, c'est top, parce que justement, l'Allemagne et d'autres pays commencent à comprendre qu'effectivement, il faut reprendre notre souveraineté. Et dernier point, ils disent qu'il y a deux éléments sur lesquels on peut vraiment, entre guillemets, changer la donne. Et dans ce laps de temps, hein, on parle de 2022, ce sur quoi on peut lancer. Et bien, devinez quoi? C'est justement d'un côté tout ce qui est New Space, parce que c'est une vraie question européenne, comme Airbus en son temps. L'autre aspect, c'est le numérique, et en particulier les questions du cloud. Et voilà, on est au cœur du truc. Pourquoi? Parce que le numérique, justement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui disent « bon, ça y est, la guerre du cloud est finie », pas du tout. On considère aujourd'hui qu'il y a peut-être entre 5 et 10% des infras qui sont passés dans le cloud, donc il reste 95% du marché à conquérir, donc je pense qu'il y a de la place. Voilà, donc concrètement, pour le numérique, ça veut dire quoi pour notre président, pour tous ceux qui vont pousser ça, que ce soit justement toutes les gens des commissions des affaires étrangères, mais également sans doute pour notre ministre ou secrétaire d'État Cédrico autour de ça. Le premier point, c'est effectivement de pousser ce qui a été fait, et qui a été très très bien fait par Thierry Breton, que à nouveau je salue parce que vraiment il a fait un travail remarquable sur deux dossiers essentiels, qui sont le DMA et le DSA. Alors, encore des acronymes, hein, toujours des acronymes. Le DMA, c'est Digital Market Act. En fait, ça, c'est un premier point qui dit, et celui-là, il a des chances d'aboutir, on ne peut plus avoir des effets d'anticoncurrence en permanence, où on découvre 10 ans plus tard qu'il y a des géants qui ont empêché d'eux, c'est le cas typique de Microsoft, c'est le cas de Google là qui vient encore de perdre un procès, et qui finalement empêchent les autres de grandir, parce qu'au bout d'un moment, c'est des monopoles anti-innovation. On ne peut pas en même temps dire on est open, un marché open, et avoir des gens qui le referment par leur situation de monopole, comme Apple le fait aussi avec par exemple son store dans lequel pour être sur ces trucs, il faut passer par les fourches cordines d'Apple et voire même payer une dîme. Voilà, on est vraiment dans un état dans l'état au niveau mondial. Et donc le DMA, il dit, voilà, c'est pas compliqué, à partir du moment où justement on se retrouve avec un certain nombre d'utilisateurs ou de déploiements de logiciels, on doit dans ces cas-là être un gatekeeper et on doit avoir des règles d'équité, comme les États. Donc c'est a priori qu'on doit fonctionner comme ça. Et ça, c'est majeur comme changement, majeur. Parce que ça veut dire que tout d'un coup, en fait, on n'attendra pas 10 ans des procès d'anticoncurrentiel pour qu'à la fin, les géants, en l'occurrence c'était les GAFA, mais les géants de demain, ils s'appelleront peut-être autrement, disent « Ah pardon, on l'a pas fait exprès », puis ils donnent 1 ou 2 milliards, et puis voilà, c'est passé. Sauf qu'ils ont tellement rincé le marché que finalement, ils s'en moquent, un peu comme quand on met une contravention parce qu'on a laissé sa voiture et qu'on n'a pas envie de payer le parc-mètre, voilà. Et là, tout d'un coup, on va dire « Non, maintenant c'est by design, tout de suite tu dois faire ça ». Et ça change tout. Ça, c'est un point essentiel, le DMA. Le deuxième, je vais moins y revenir, c'est le DSA. C'est le Service Act, c'est la question justement plutôt d'enlever les propos haineux sur les réseaux sociaux, que finalement il y a un contrôle démocratique des contenus. Le problème c'est que c'est plus compliqué à maîtriser. Où commence la liberté, où elle se finit? Chaque pays n'a pas la même vision là-dessus. Voilà. Et donc c'est it's complicated comme on dit. Et on n'est pas sûr que ça aboutisse. Mais en tout cas ça va dans le bon sens de réfléchir à ces questions-là. Parce que là aussi, les plateformes, alors là on est plutôt chez Facebook, etc., ont une responsabilité. Dans le DMA, on était plutôt sur le business, donc on est clairement, dans le DSA, on est plutôt dans le grand public et dans le côté un peu même, j'ai envie de dire, de la question du rapport de la démocratie aux géants numériques. Donc le DMA, le DSA, deux éléments qui viennent du passé, qui vont être sans doute entérinés dans les 6 mois, et ça c'est essentiel. Mais ça va plus loin. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à dire oui, le numérique est essentiel, que ça passe par le cloud, et qu'aujourd'hui on est sous domination, qu'est-ce qu'on fait pour le cloud européen ? Il y a 2-3 ans, il y avait une initiative qui s'appelait Gaia X, qui avait été lancée d'ailleurs par le couple franco-allemand, et qui avait plutôt une bonne tête au début, et qui s'est un peu compliqué après, parce qu'en fait, tout de suite, en particulier les Américains, mais aussi les Chinois, voyant le danger, se sont précipités sur la bête, et ils ont tous parti, sous prétexte qu'évidemment, il fallait que ce soit normatif au niveau mondial. Bon. Il y a eu un peu d'eau dans le gaz, que j'avais dit, il y avait de l'eau dans le cloud. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui sont partis de Gaia X, en claquant la porte, comme Scaleway, comme Hoster. Puis il y en a d'autres qui, comme OVH.cloud, disent non, il faut tenir pour justement arriver à rajouter quoi? Rajouter par exemple, 1, le fait qu'il y ait des protections de loi extraterritoriales, et que 2, réversibilité. C'est-à-dire que je suis dans un cloud, j'ai mes données, mon système qui tourne là, hop, je peux passer sur un autre cloud, et puis je n'ai pas le droit, parce que je suis américain, d'aller voir les données. Ces deux éléments-là, si effectivement ils passent dans GaiaX comme une norme, ça peut se déployer au niveau européen et recréer les conditions de la constitution d'un cloud effectivement européen responsable
et à nouveau reparti vers l'innovation. Alors je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui disent mais non, il faut aller tout sur AWS, ils ont tout fait, Google c'est génial. Bon, je maintiens qu'il nous faut des clouds au niveau européen. Et par contre, pour bien clarifier le point, et ce que la PFUE d'ailleurs le dit, enfin, la présidence n'est pas dans une logique de sortir les GAFAM d'Europe, on n'est pas dans un modèle chinois. Non, il est de composer avec eux pour qu'ils ne soient pas ultra dominants, mais qu'ils soient juste à leur place. On pourrait imaginer qu'il y ait 30 ou 40% de part de marché pour les Européens, 20 pour les Américains, 20 pour les Chinois, et puis le reste pour le reste du monde, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que l'Amérique du Sud ne fasse pas du cloud un jour. Vous voyez comment on peut réfléchir à un monde plus ouvert. En tout cas, moi, j'appelle de mes voeux ça, et non pas ni l'exclusion, ni au contraire la domination. Vous voyez, c'est ça souvent qu'il faut comprendre, et quand vous voyez des gens qui sont en mode d'exclusion, je les trouve aussi dangereux. Ceux qui sont aussi en mode d'accepter la domination, je les trouve un peu dangereux aussi, et surtout très couards, parce qu'ils profitent d'une situation, souvent pour des raisons monétaires, et pas pour des raisons court-termistes, comme on pourrait dire, et non pas pour des visions à long terme. Les autres leviers de la PFUE qui sont très importants également, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est le levier du financement. Et donc là, c'est la grande bataille entre une vision, alors la portée clairement par Emmanuel Macron depuis le départ, qui est de dire il faut surfinancer les boîtes, c'est comme ça qu'on va revenir au niveau du Nasdaq. Et donc, il veut justement avoir des financements au niveau européen, mettre en place l'équivalent, on va dire, d'une bourse européenne. C'est pas gagné, mais ça fait partie des sujets qui pourraient être mis à l'agenda là pour le coup d'après. Ok. Bon, moi je rappelle quand même que quand on regarde même le marché américain, ok, on voit ces énormes baobabs, mais derrière il y a tout un ensemble de marchés qui fonctionnent comme en Europe sur ce qu'on appelle les boîtes bootstrap, et ça marche très très bien. N'oubliez pas les boîtes bootstrap, messieurs du gouvernement, messieurs de l'Europe, n'oubliez pas qu'il faut marcher sur ses deux jambes. Oui, il faut féliciter PayFit quand là il lève 254 millions de dollars. Mais d'un autre côté, il faut aussi regarder les gens de Bootstrap parce que c'est eux qui font le terreau et pas seulement les grands baobabs. Ça c'est un point que je pense que l'Europe pourrait se différencier si elle avait une vision là-dessus. De la même façon, si elle laissait une place à l'open source. Vous voyez, on pourrait avoir Bootstrap, open source et levée de fonds et trouver des accords communs plutôt que d'essayer de les opposer. Voilà, ça aussi, ça pourrait être mis à l'agenda. Et le dernier point, oui, c'est le Small Business Act. Ça y est, ça ressort. Oui, parce que si on veut une souveraineté numérique, si on veut être indépendant, il faut à un moment donné assumer ce que font très bien les Américains. Les achats américains, quand il y a eu par exemple là le JEDI, le gros cloud pour les systèmes de renseignement américains, ils ont choisi qui? Ils sont venus demander s'il y avait un Chinois pour le faire? Parce qu'oublions les Européens, nous on n'est pas capable de le faire, ok. Mais les Chinois, ils sont allés voir Alibaba. Ah, c'est marrant, non? Ils ont juste eu en shortlist soit Amazon, soit Google, soit Azure. Alors, ils ont viré Google, il y en a un qui a gagné, l'autre fait le procès au dernier. Bon, bref, ils se battent en famille, ça les occupe. Mais en attendant, il n'y a pas de raison qu'en Europe, on ne fasse pas la même chose. Or, il se trouve qu'on a en plus des capacités. On a des magnifiques acteurs. On l'a montré, que ce soit sur le cloud avec le triptyque, je prends pour la France, d'OVH, Scaleway et Outscale, ok. On l'a montré aussi sur la partie bureautique, avec les Fabulous 8, dont JSpot fait partie, mais avec nos 7 autres compétiteurs, mais également avec Nextcloud, qui est par exemple l'allemand. Donc, il y a des gens qui sont là pour répondre. Donc voilà, la question justement du Small Business Act changerait sans doute les choses. Ça fera partie, je pense, des points qui peuvent être mis à la PFUE. Et paradoxe, c'est que l'Europe aimerait bien le Small Business Act, alors que la présidence française, est-ce qu'elle est vraiment pour? Justement, on va voir si elle prend position, mais en tout cas, j'attends notre président, le ministre, etc. sur ces sujets-là. Aura-t-il justement, j'ai envie de dire, l'intelligence de mettre ça à l'agenda pour que ce soit les suivants, d'ailleurs ce sera les Tchèques, récupèrent ça pour peut-être mettre ça en place en 2023. Il faut être patient dans ces cas-là. C'est l'Europe. Parce que moi, ce que j'ai appris sur l'Europe, moi j'étais très très critique. Alors je suis un Européen convaincu, mais j'étais très critique sur l'Europe qui je trouvais toujours trop lente. Mais en fait, une chose, c'est aussi en vieillissant qu'on voit des choses, c'est qu'en fait, oui, l'Europe est lente, mais à l'échelle de 10-20 ans, elle peut être très puissante. Quand par exemple l'Europe s'est mise ensemble pour Airbus, ça a été une déflagration. Quand l'Europe décide justement, par exemple là, de se mettre d'accord pour Schengen, elle le fait. Quand elle décide d'avoir une monnaie unique, elle le fait. Donc elle a une capacité et une force pour le RGPD. Elle met en place, dans le numérique, elle met en place le RGPD. Aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on reprend, j'ai envie de dire, du terrain sur les Américains. Mais pour ça, c'est très très long. Donc voilà, donc des fois, effectivement, entre eux, par exemple, moi qui suis quelqu'un plutôt pressé, qui aime bien que les choses aillent vite, et l'Europe, c'est sûr que c'est pas toujours le même timing, mais ça, il faut apprendre à être patient. Est-ce que ce serait pas ça, par exemple, justement, moi, une de mes résolutions 2022, apprendre à être un peu plus patient? Je sais pas si ça va être ma résolution, mais je peux en tout cas essayer. Voilà, sujet vaste.
Je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, on va suivre ça de près parce que c'est un moment assez important pour qu'on bascule dans justement un monde meilleur d'un point de vue numérique au sens de reprendre notre souveraineté vis-à-vis de ce qu'est aujourd'hui notre domination vis-à-vis des Américains et demain peut-être des Chinois. Et on en a bien besoin dans ces temps compliqués de voir justement la lumière au loin et ça fait partie des choses justement que peut nous apporter la dimension politique européenne. Alors je dis bonne chance à cette PFUE, parce que moi je pense que les Français doivent être rassemblés derrière ça pour cette présidence. Il sera temps de juger ce qui a été fait après. Moi, il faut toujours donner crédit aux gens justement de plutôt réussir. Et ça fait partie aussi ça de l'optimisme. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. C'est parti pour 2022, qui est parti comme vous avez vu sur les chapeaux de roue.